Alors je vous présente un ami qui s'appelle Ilan. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà croisé. Il était venu nous aider à la traduction, entre autres, de Mitsuhiro Arita, le character designer des Pokémon. Qui était là déjà à l'époque? Ah, il y en avait quand même un peu. Donc vous le connaissez un peu. Voilà. Et il nous fait la gentillesse, après une journée de cours, de venir donner une conférence sur sa passion. Et il va vous en parler lui-même. En tout cas, deux personnages qui ont marqué la vie de beaucoup de gens, je pense. Et on s'est rencontrés il y a quelques années avec Ilan, pas directement, mais en fait, il a monté un événement qui s'appelait les Nouvelles Images du Japon avec Xavier Kawatopor au Forum des Images. C'était la création de l'école, c'était vers les années 2000 à peu près, 99, donc 99, l'année de création de l'école. Et donc il y a 26 ans. Désolé. Hein. Voilà. Et il nous a marqué parce qu'il ramenait les réalisateurs, il ramenait les directeurs d'animation nous voir et parler aux étudiants, et ça, et à nous aussi, grands enfants qu'on était, qu'on est toujours. Et ça, c'était super parce que ça nous a nourris pendant très longtemps. Après, il est reparti au Japon, et là, c'était la grande tristesse, mais il est revenu, le revoilà. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous, et puis on t'écoute avec grand plaisir. Merci Franck pour cette présentation très élogieuse. Alors, je vous ai amené une présentation particulièrement déraisonnable dans le temps imparti. Je voulais vous parler de deux réalisateurs que vous connaissez forcément, mais dont vous ne connaissez peut-être pas forcément l'ampleur, l'importance, l'intensité, je dirais, décisive des liens qui leur ont permis de s'élever l'un l'autre. Et vous connaissez tous forcément Miyazaki, aujourd'hui une sorte de vache sacrée dans le monde, le paysage de l'animation et du cinéma mondial, et puis dans son pays bien au-delà du cinéma, une sorte d'icône populaire connue désormais de tous les Japonais, je dirais, quelle que soit leur génération. Vraiment en tant que figure, vous voyez, emblématique, presque une de ces figures tutélaires qui peuvent accompagner, je dirais, l'univers mental de n'importe quel japonais. Takahata, c'est un petit peu différent. C'est un réalisateur qui est resté, je dirais, moins connu forcément, puisque personne ne rivalise avec Miyazaki, hein, mais qui est resté à la place qu'il estimait de toute façon lui de son côté parfaitement légitime, c'est-à-dire que il est resté derrière ses travaux. Et donc vous le connaissez forcément aussi parce que vous avez sans doute vu Le Tombeau des Lucioles, que certains d'entre vous, parmi les plus âgés, ont sans doute vu une série qui s'appelait Heidi, il y a ça très longtemps, et qui a été réalisée par lui et portée donc au layout par Miyazaki. Et donc c'est un réalisateur qu'on connaît sans forcément le connaître. Voilà. Et donc Miyazaki continue de travailler. Je l'ai croisé le mois dernier à Tokyo très brièvement, mais voilà, il est toujours au studio, il travaille. Et j'aurais voulu vous dire un petit peu voilà comment ce lien d'amitié et d'émulation mutuelle a fait, notamment de lui, effectivement, une figure vraiment unique dans le paysage japonais et mondial de l'animation. Il y a bien sûr la singularité du talent de Miyazaki, c'est une chose, mais il y a aussi effectivement des effets de contexte, et c'est de ça que je voudrais vous parler. Alors, on va remonter très très loin en arrière, mais ah oui, c'est vrai qu'il y a le petit bouton là. Donc, les deux compères ont fait connaissance au studio d'animation de Toei. Ils ont travaillé pendant une quinzaine d'années vraiment de façon très étroite, la plus étroite possible. Ils ont vraiment fondé en fait une communauté créative, un duo. Il y avait encore d'autres gens autour d'eux, hein. Il y avait tout un groupe esthétique. Il serait intéressant de s'intéresser aux animateurs, aux coloristes, aux scénaristes, aux décorateurs, etc. C'est une histoire qui reste à raconter. Mais en tout cas, en particulier, ils ont réussi à tisser effectivement un lien privilégié où Takahata a été le mentor de Miyazaki, celui qui lui a enseigné le cinéma et son langage, et où Miyazaki a porté à bout de bras les ambitions de mise en scène de Takahata pour innover dans le dessin animé commercial. Donc c'est ce que je viens de vous dire, voilà. Takahata est un réalisateur qui est né en 1935, qui s'est formé à l'animation en autodidacte, en étudiant un film français qui s'appelle La Bergère et l'Harmonneur, un film de Paul Grimaud, que vous connaissez sous un autre titre, qui est Le Roi l'Oiseau. Mais une première version de ce film a existé dans les années 50, a été diffusée en France et à l'étranger, et est sortie au Japon en 55. Takahata a mené un travail d'étude de ce film absolument prodigieux, qui lui a permis d'apprendre le langage du dessin animé et lui a donné l'envie de faire du dessin animé. Donc Takahata est cinéaste d'animation par conviction.
alors pas théorique, mais en tout cas formelle, et par l'exemple précis qu'a incarné pour lui effectivement une production française. Et donc Takahata, diplômé de l'université de Tokyo, est un intellectuel en fait, une figure intellectuelle de premier plan dans l'histoire de son pays, hein. Et c'est presque étonnant qu'il ait choisi de faire des dessins animés. Mais donc c'est à mes yeux la figure la plus importante du dessin animé japonais commercial de l'après-guerre. C'est lui qui a vraiment révolutionné, je dirais, le langage du dessin animé après la guerre, plus que quiconque dans son pays, et grâce notamment à l'aide de Miyazaki. On va voir ça un petit peu plus précisément. Alors ça, c'est les longs métrages étrangers qui sortent au Japon après la guerre. Vous voyez qu'il y a une prédominance écrasante des Américains et notamment de Disney, mais vous avez le petit cheval bossu, donc film soviétique, et puis La bergère Ramoneur qui est en bas, le seul film français, voilà, de long métrage. Alors, le studio de Toei. Le studio de Toei, je vous en parle très rapidement, vous le connaissez forcément. C'est aujourd'hui le plus ancien et à la fois le plus important studio de dessin animé au Japon, qui a été fondé en 56. Toei, voilà, si vous connaissez Dragon Ball, si vous connaissez One Piece, si vous connaissez Albator, Goldorak, Candy, les Chevaliers du Zodiac, que c'est tout ça, c'est Toei. Donc ils produisent du dessin animé au kilomètre, mais à la base Toei c'est l'une des 5 grandes compagnies de cinéma au Japon qui décide donc de créer un studio d'animation pour viser une production de long métrage sur le modèle de Disney, avec ce réalisateur qui va réaliser les 6 premiers longs métrages. Et entre 56, la création du studio Toei donc en animation, et 71, en 15 ans, 19 longs métrages sont produits au sein de ce studio, ce qui est absolument incroyable. Je dirais, je connais pas d'équivalent. Moi, je connais pas d'autres studios au monde qui produisent 19 longs métrages en 15 ans. Et c'est pas simplement une question de quantité. Sur ces 19 longs métrages, il y en a une bonne demi-douzaine qui ont leur place dans n'importe quelle histoire mondiale du dessin animé, qui sont vraiment des films de premier plan. Donc voilà, ça c'est un court métrage sur lequel on va pas s'attarder, mais qui reste un film important du studio, le premier film sorti du studio d'animation. Les animateurs, les premiers grands animateurs de ce studio, donc avec un jeune homme qui s'appelle Otsuka Yasuo, qui est à gauche, qui fait la grimace, qui a été le mentor de Takahata et Miyazaki, qui a été leur grand frère et celui qui leur a permis sur toute la première moitié de leur carrière de faire leur chemin et de grandir, puisqu'il a été directeur de l'animation sur le premier long métrage de Takahata en 68, donc La Grande Aventure de Holtz, directeur de l'animation sur Panda Copanda, les 2 moyens métrages réalisés par Takahata, scénarisés par Miyazaki, directeur de l'animation sur Le Château de Cagliostro, directeur de l'animation sur toute la série de Conan le Fils du Futur de Miyazaki, directeur de l'animation sur Qui est la Petite Peste, vous voyez, directeur d'animation sur la première série de Lupin aussi en 71-72, sur laquelle Takahata et Miyazaki vont venir faire de la mise en scène. Bref. Le Serpent Blanc, c'est le premier long métrage donc, produit par Toei, long métrage qui va provoquer un choc esthétique chez le jeune Miyazaki qui est encore lycéen à l'époque, qui va lui donner l'envie de se lancer dans le dessin animé, qui va donc être à l'origine de sa vocation d'animateur. Ça c'est Toei donc au tournant des années 60. J'avance à toute vitesse, hein, avec la mise en place d'un système de direction de l'animation. Le monsieur qu'on voit debout avec son bonnet, qui est l'un des mentors de toute cette jeune génération et qui va être le premier directeur de l'animation dans l'histoire du dessin animé au Japon. La mise en place d'un savoir-faire collectif où une personne filtre la teneur graphique effectivement de l'ensemble des personnages, de manière à leur garder une intégrité, une continuité graphique sur tout le film. Toei, un studio où on recrute à tour de bras entre 1957 et le début des années 1960. Il y a des dizaines et des dizaines de recrues qui arrivent. En 56, au moment de la fondation du studio par le rachat d'un petit studio de dessin animé, ils sont une vingtaine de personnes. En 64, au moment où le studio sera le plus important, ils sont 650. Donc c'est le plus gros studio de dessin animé en Asie à ce moment-là. C'est aussi donc une école vraiment du métier et de la vie, puisque c'est beaucoup de jeunes gens qui sortent de l'université ou même qui n'ont pas été à l'université mais qui se retrouvent à travailler sur des films, à apprendre leur métier sur le tas, et donc avec des moments de liesse comme on peut en voir là sur la fin d'un film. Alors, excusez-moi, j'appuie pas sur le bon bouton. Un des longs métrages en 65, c'est Les Voyages spatiaux de Gulliver, ne me demandez pas d'où vient l'idée. Un film de science-fiction où on voit déjà aussi l'influence un peu prégnante de Grimaud avec ce robot géant qui détruit tout sur son passage. Ça vous dit quelque chose si vous avez vu Le Roi et l'Oiseau. C'était déjà le cas dans La Bergère et la Bonheur. La Bergère et la Bonheur, le voilà ce film. Donc beaucoup de séquences sont communes aux deux versions, mais il y a aussi beaucoup de différences. Il y a des différences sur les voix, il y a plein de choses. On ne va pas s'apesantir. Il faudrait en consacrer une intervention à ce sujet-là. Mais ce film a eu un impact considérable au Japon, un impact esthétique sur les animateurs. Là, vous voyez une image extraite du film avec les sous-titres japonais que vous voyez inscrits verticalement à droite.
J'avance. Alors, on est un peu au bord de. J'ai pas le temps de vous détailler ce qui est en jeu dans ce film, mais là vous voyez qu'il y a un extrait tiré d'un livre de Takahata qu'il a consacré en fait. Il a consacré un volume de 300 pages à ce film, à ces deux versions du même film, disons. Donc en 2007, il a d'une certaine manière fait le bilan de cet objet d'étude qu'il a animé, qu'il a passionné pendant toute sa vie en réalité, qui a été vraiment décisif dans sa vocation. Et donc ici on le retrouve donc à Toei au moment où il travaillait sur Holst, donc le premier long métrage sur lequel Miyazaki vient s'incruster parce qu'il a absolument envie de faire partie de cette équipe, alors qu'il n'est pas prévu qu'il y participe. On le retrouve là au studio de Toei. Miyazaki est entré en 63 à Toei, donc 4 ans après Takahata. Il a fait partie de la dernière promotion des gens recrutés en CDI à Toei, puisque donc la production télévisée fait qu'on inverse la vapeur, on cesse de recruter des permanents, mais on prend des gens en CDD, voire on commence à faire appel à la sous-traitance, ce qui est aujourd'hui devenu la règle, hein, avec des studios prestataires spécialisés donc dans chacune des tâches. Ce film, qui est sorti en vidéo en France en 2004, c'est un film qu'il faut absolument voir, c'est un film qui est en avance sur son temps, c'est un manifeste à la fois esthétique, social, politique. Bref, les années 60 sont une saison politique au Japon, et on le voit. Alors ici, il y a ce personnage du golem, aussi du géant de pierre, qui a été proposé par Miyazaki, qui est aussi à sa manière une version un écho à la production de Grimaud. Le film suivant, donc, c'est Le Chaboté, où on retrouve des motifs qui sont très prévertiens, les enfants qui s'aiment, le roi jaloux, un animal ami et secourable, ça vous rappelle peut-être quelque chose si vous avez vu Le Roi et l'Oiseau. Le golem dans le film suivant, donc le vaisseau fantôme volant, on retrouve exactement le même principe du robot géant qui détruit tout sur son passage. Et alors voilà, une époque un petit peu donc de turbulence politique, je vous le disais. Vous voyez tout à gauche de l'image, alors je ne sais pas si je peux pointer, avec quoi je peux pointer, est-ce que c'est ça? Alors est-ce que ça... c'est ça pour pointer? Non. Je ne sais pas lequel c'est, on va voir. Est-ce que c'est ça? Bon, vous voyez en fait, tout au bord gauche de l'écran, en chemise noire, un jeune homme, c'est Takahata. Donc, alors est-ce que... il faut que je garde appuyé peut-être? Oui, c'est ça. Il est là, vous le voyez? Il n'a pas de bandeau sur le front, mais on le reconnaît. Toei, en fait, c'est une compagnie qui... Il faut que je garde un œil sur l'heure quand même, parce que je vais vite être débordé. Toei est une compagnie donc, où règne un patriarcat comment dire, décomplexé, ce qui fait que au moment du recrutement de tous ces jeunes gens, le personnel féminin était contraint, c'est ce que m'a raconté une animatrice qui a été l'une des premières en pointe dans ce combat, dans les combats de bon sens aujourd'hui sur lesquels on réfléchira même pas une seconde, mais elle m'expliquait, donc Madame Okuyama, donc, qui est l'une de ces très grandes animatrices qui a fait ses débuts à Toei, qu'en 57, lorsqu'elle a été recrutée en septembre 57 au studio d'animation de Toei, on faisait signer au personnel féminin un engagement à démissionner au moment de leur mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en 57, hein, c'est pas si longtemps que ça. Et donc ce qui fait que évidemment les jeunes gens qui se retrouvent là sont vent debout contre cette espèce de médiévalisme en carton, et créent de façon successive deux syndicats, le premier étant réduit à néant par la direction très rapidement, de manière à s'opposer effectivement à cette vision d'un autre âge. C'est aussi, il faut comprendre que les années 60 au Japon, alors les années 60 dans le monde sont effectivement une saison politique, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus particulier au Japon. La guerre se termine en 1945 par la débâcle, et les adultes qui font partie de cette génération, qui ont mené le pays dans cette grande course à l'abîme, au désastre de 1945, sont tenus pour responsables par la génération qui vient après. Et les années 60, c'est l'époque où les enfants qui ont connu la guerre parviennent à l'âge adulte et sont enfin en situation d'avoir voix au chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a un fossé des générations qui consiste effectivement à mettre d'une certaine manière, remettre en cause l'ordre établi qui a continué à perdurer après la guerre à un certain nombre d'égards. Et donc voilà, il y a cette nouvelle génération qui s'affirme à cette époque-là. Et donc, j'avance.
Takahata et Miyazaki font partie de cette génération qui s'engage effectivement dans les responsabilités syndicales et qui vont débattre avec la compagnie. Mais il ne s'agit pas simplement d'engagement politique. Il s'agit pour eux, Miyazaki avait l'habitude de dire que ce syndicat leur a servi aussi un peu de salon intellectuel. C'est un endroit où les gens de toute profession à l'intérieur du studio se retrouvaient et parvenaient à communiquer et notamment pouvaient débattre de l'idée même qu'ils se faisaient du métier et de ce qu'ils voulaient faire. Et ceux d'entre vous qui ont peut-être lu le texte d'hommage que Miyazaki a prononcé en mai 2018 lors d'une cérémonie à Tokyo pour Takahata, il parle de cette époque-là. Il dit voilà, on parlait du travail, de ce qu'on voulait essayer de faire, de ce qu'il fallait essayer de mettre en place. On n'était pas satisfait de notre travail, mais comment faire, que mettre en forme, comment aller plus loin. Et c'est toutes ces questions qui se posaient pour eux. Et donc ce syndicat leur a servi en même temps finalement de lieu d'émulation et de révélation de leurs propres ambitions. C'est ce qui fait que le film, donc en 68, La Grande Aventure de Holz, qui est très lié au syndicat, a été produit contre la direction, et c'est un film qui est sorti mutilé, mais qui garde une importance décisive. C'est vraiment un tournant sur le plan formel. C'est un film qui préfigure un certain nombre d'évolutions qui vont venir ensuite pendant la décennie suivante au Japon, qui vont devenir d'une certaine manière des évidences, devenir presque des normes, s'adresser à un public qui n'est plus seulement enfantin, mais adolescent voire adulte, traiter effectivement de sujets beaucoup plus graves, essayer de mettre en scène des moments clés, des moments décisifs de la vie humaine, pas seulement. Alors attendez, je vais essayer de sortir de... Je vous montre juste un petit extrait, puisque j'ai amené ça, donc autant vous en faire profiter. Alors attendez, où sont les pifs? Je vous montre un extrait très court de Holz. C'est un moment... Il y a des moments comme ça dans le film qui sont des moments, par exemple, où les villageois vont partir à la pêche. Donc un moment de liesse populaire, liesse collective, une action qui est décisive pour la survie du village. Et à cet autre moment qui est très court, qui est une liesse... Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Commencez à regarder. Oui, commençons à regarder. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va y arriver? C'est une bonne question. Sinon, on se passera des extraits, mais ce serait dommage. Il y a quand même... Alors... Non, il veut pas. Alors, en appuyant sur le bouton droit, c'est ça? Non, même pas. Bon. Les efforts de lancement vont être plus longs que l'extrait. Donc ça ok. C'est technique. Hein. Alors. Voilà, vous voyez, donc ça c'est une scène, il y a beaucoup de scènes qui ont été très, très courtes parce qu'il a fallu les animer de la manière la plus courte possible, mais on décrit voilà, des moments qui sont des moments uniques, des moments, des pinacles dans la vie, donc la vie ordinaire et la vie extraordinaire, les moments qui sont vraiment de célébration. Et ça c'est des choses que on n'a pas forcément l'habitude de voir en dessin animé et que eux décident effectivement de prendre à bras le corps. Alors, on revient à ce printemps politique des années 60. Ici, on voit les membres du syndicat qui sont en manifestation pour toutes sortes de raisons. Il y a le fait soyons unis effectivement pour réclamer la fin des comment on appelle ça, des plans de sauvegarde de l'emploi, comme on dirait aujourd'hui. Donc, gros les cas, tout ce qui est la restructuration, soyons très comment dire, très cartésien, n'est-ce pas, tout ce cartésianisme de l'emploi. Et puis Miyazaki a autour du cou une pancarte qui dit non à la venue au Japon de Nguyen Cao Ky, donc, qui est le premier ministre du Sud-Vietnam à l'époque. Vous savez que le Japon, après la guerre, et encore aujourd'hui, en fait, abrite un très grand nombre de bases américaines, de bases militaires. Il y a une population donc, militaire américaine importante qui est stationnée au Japon. Et dans les années 60, comme ça avait été le cas aussi dans les années 50, entre 50 et 53 au moment de la guerre de Corée, le Japon sert de base arrière aux États-Unis, qui mènent ces guerres en Corée, au Vietnam. Et donc la guerre du Vietnam, pour le Japon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche d'eux que ça ne l'est pour nous. J'intervenais hier sur un sujet similaire, je parlais des films de Chris Marker, vous savez, les tentatives, ce film collectif qui s'appelle Loin du Vietnam, qui dans les années 60 est une manière d'essayer de traiter de cette question qui est tellement lointaine pour nous. Mais pour eux, c'est beaucoup moins loin. Pour eux, en particulier, les bases de la marine américaine autour de Tokyo sont en situation de devoir accueillir, par exemple, des sous-marins nucléaires. Et eux, ils vont aller manifester pour empêcher ça, vous voyez.
pour dire il n'est pas question que des sous-marins nucléaires viennent se promener chez nous, quoi. En particulier étant donné l'histoire que ça recouvre. Et ils ont réussi effectivement à obtenir, alors officiellement en tout cas, le gouvernement a reconnu tout récemment que de façon officieuse, peut-être certains, dans le langage diplomatique, le Japon avait refusé que ça se passe, mais que les Américains l'avaient peut-être fait quand même. Bon. Mais Miyazaki, je me souviens, m'avait raconté une fois, il me disait voilà, nous on a fait ça parce que on s'est dit qu'il était possible que les États-Unis, à un moment donné, au cours de cette guerre, décident d'utiliser l'arme nucléaire au Vietnam. Ça aurait pu se passer. C'est pas de la science-fiction, vous voyez. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ce bouillonnement est lié, bien sûr, au conflit, à la géopolitique de l'époque. Pendant 15 ans, donc, la rencontre de Miyazaki avec Takahata, donc en 63, est un moment qui les transforme tous les deux, je vous le disais, donc qui va leur permettre. Takahata lui-même disait si j'avais pas rencontré Miyazaki, qui est déjà à ce moment-là, dès ses débuts, une espèce de forcené créatif, il est porté par une boulimie de création qui fait qu'il s'impose d'emblée, dès les premiers films sur lesquels il est intervalliste. Il change les intentions de mise en scène, mais il s'impose parce qu'effectivement ce qu'il propose est plus intéressant que ce qui était prévu à la base, et donc ses idées sont retenues. Donc il obtient une reconnaissance de ses pairs, alors même qu'il est rentré au studio 1 an et demi avant ça, voilà. Et donc Takahata disait voilà, moi si j'avais pas rencontré Miyazaki, je pense que j'aurais été un metteur en scène bien moins ambitieux en fait, bien plus raisonnable, bien plus mou en fait. Et c'est aiguillonné par sa soif de création que voilà, j'ai cravaché aussi de mon côté. Et Takahata donc est celui qui va Miyazaki, je me souviens en 2013 lors de sa conférence de presse, la fameuse grande conférence de presse qu'il a ouverte pour annoncer son départ en retraite, ce qui était une espèce d'idée un peu bizarroïde. Il n'y a pas un autre réalisateur au monde qui a organisé une conférence de presse pour annoncer son départ à la retraite. Je pense que l'idée même est assez baroque, quoi. Mais bon, dans cette conférence de presse où il y avait 600 journalistes qui l'interrogeaient parce que sa parole est devenue très très rare et qu'il fallait absolument saisir l'occasion de lui demander un peu n'importe quoi, il a eu plusieurs déclarations, plusieurs réponses qui portaient sur Takahata. Il expliquait voilà, moi j'étais intéressé par le fait d'être animateur, j'étais pas intéressé par le fait de réaliser. Et je voyais très bien la différence entre moi et quelqu'un comme Takahata qui a nourri le projet raisonné de devenir réalisateur, qui a appris, qui s'est formé pour devenir réalisateur. Et donc la culture de Takahata, son bagage, son approche même du cinéma, c'est quelque chose que Miyazaki a appris auprès de lui et qui l'amène en 78 avec la série Conan le Fils du Futur à faire à son tour ses débuts en mise en scène. Mais avec toutes les épreuves que ça représente et évidemment les responsabilités beaucoup plus lourdes auxquelles il est confronté et auxquelles il doit faire face à ce nouveau poste et qui sont bien loin de la légèreté et de l'insouciance qu'on peut avoir quand on est juste un animateur en charge de ses propres séquences. Donc, ça c'est au début des 70 au studio et production. On pourrait voir effectivement, alors Panda Copanda, juste par curiosité, certains d'entre vous ont vu ces deux films, ouais, super. Alors ceux qui ne les ont pas vus, vous avez de la chance parce que donc c'est deux moyens métrages pour le cinéma qui ont été produits réalisés par Takahata sur un scénario de Miyazaki avec des personnages conçus aussi graphiquement par Miyazaki. Ça devait être une série télévisée qui a été remisée et puis il y a eu un concours de circonstances qui a fait que d'un seul coup ils avaient la possibilité, ils ont eu une fenêtre pour produire des moyens métrages d'une quarantaine de minutes pour le cinéma, sur le sujet du panda. Le projet de série c'était ça restait un truc c'était un projet dérivé de Fifi Brin d'Acier. Ils étaient venus dans ce studio pour réaliser une adaptation en série télé de Fifi Brin d'Acier, mais le studio n'a pas obtenu les droits, donc ils étaient très déçus. Et ils ont recyclé cette idée de Fifi Brin d'Acier avec ces personnages, un papa panda, le petit panda et la petite fille qui les accueille. Le projet, vous le voyez, en fait, ça c'est des documents qui ont émergé l'an dernier, je pense, il y a un an ou deux. C'est une série qui est prévue comme un truc très cartoon et qui sera resté très cartoon, je pense, s'ils l'avaient fait en série, mais ils l'ont fait en court métrage et du coup, il y a une richesse dans le. Ils ont tout donné sur un temps très court. Chacun des films a été produit en moins de 3 mois, je pense, chacun. Et on va voir juste un petit extrait parce que je trouve ça assez jubilatoire. Alors voyons voir, est-ce que je vais y arriver? Non. D'accord, pas mal. Je retente ma chance. C'est ça, mais maintenant il ne reste plus qu'à voir l'image. Non. Non. Ouais, clic droit, ouais, je veux bien, mais. Alors. Non, toujours pas. Je vais y arriver. Je n'utilise pas les Mac, je pense que vous vous en serez rendu compte. Alors. CTRL-clic, ouais, allez, ça m'en fout. Voilà. Oh, génial. Merci beaucoup. Comme quoi. Tac.
Alors, est-ce qu'on peut augmenter le son? C'est un extrait du deuxième moyen métrage, Le cirque sous la pluie, en 73. Donc ils se sont endormis, il y a eu une grosse tempête, la maison est sous les eaux, donc ils s'abritent sur le toit. C'est le moment de faire un petit pique-nique. Vous voyez que le personnage du panda est déjà une préfiguration de Totoro chez Miyazaki. On trouve vraiment des motifs qui courent à travers l'œuvre de Miyazaki, qui sont des motifs graphiques, des motifs de personnages qui sont vraiment, qui n'hésitent pas effectivement à réutiliser. C'est pas une question de réutilisation consciente, il a ses figures en lui et il les convoque lorsqu'il en a besoin, voilà. Hop. Avec un côté burlesque qui est propre à Miyazaki, vraiment toute cette jubilation du mouvement en tant que tel, qui lui vient effectivement de ses débuts, qui est lié au cinéma burlesque, au cinéma muet, etc. Il y a une jubilation du mouvement en tant que tel, avec des idées visuelles qui sont assez réjouissantes, vous voyez, autour de ce personnage, le petit biscuit, voilà. Ces points de vue, effectivement, donc en contre-champ sous l'eau, vraiment tout un panel d'idées visuelles. Ceux qui ont vu Ponyo, je pense, font le lien. On voit comment effectivement tout ça revient chez Miyazaki, mais c'était déjà là en 73, vous voyez. Donc là, il lui dit, va chercher je sais pas, la confiture ou un truc qui est dans la cuisine. Vous voyez comment on fait exister visuellement quelque chose qui tombe sous le sens quand on le voit, mais ne va pas de soi. Si ça pourrait être fait de manière très plate, et en réalité, c'est dans le détail, c'est dans la visualisation, la manière dont on conçoit effectivement, dont on pose les éléments dans le cadre, que on atteint cette qualité jubilatoire, voilà. Bon, ceux qui l'ont pas vu, du coup j'espère que ça vous donne envie de le voir. Il y a deux épisodes, donc il y a un peu de redondance entre les deux, mais parce que les films sont sortis de manière séparée, dans des programmes séparés alors Star Trek, non c'est pas ça. Alors, hop, donc Panda Copanda, excusez-moi. Revenons à nos moutons, non c'est bon, ouais. Donc ces deux moyens métrages ont joué un rôle décisif aussi pour eux, puisque la série qu'ils n'ont pas pu faire en 71 de Figurants d'acier a vu le jour sous cette forme-là, et c'est ce qui leur a permis de se rendre compte que l'ambition qui était la leur sur Fifi, qu'ils n'avaient pas pu réaliser, qui consistait effectivement à proposer une forme de réenchantement du quotidien ordinaire, sortir des séries soit dramatiques, soit tragiques, soit sportives, tout cet esprit un peu forcené, cette énergie absolument enfin, voilà, irrépressible qui était en jeu dans les séries de l'époque, pour décrire le quotidien le plus ordinaire qui soit. C'est ce qu'ils vont faire avec, attendez, est-ce que ça vient, ouais, hop, avec la série suivante, voilà, dont on parlait tout à l'heure, Heidi. Heidi, c'est 52 épisodes, donc une diffusion de début janvier à fin décembre. Ceux d'entre vous, même ceux qui ont vu la série, je pense qu'elle a fêté son cinquantenaire l'an dernier, elle date de 74. C'est un tournant non seulement dans l'animation japonaise, mais je pense dans l'animation mondiale. C'est ce que eux ont mis en place dans cette série. La façon dont on construit effectivement une temporalité longue, on suit les personnages de semaine en semaine, on les voit grandir, on s'inscrit dans leur quotidien ordinaire avec eux, on voit ce qu'ils mangent, comment ils s'occupent des chèvres. Vous voyez, il y a tout ce travail qu'ils ont mené donc, de documentation est allé beaucoup plus loin que le cahier des charges ce qu'on attendait d'eux en réalité, de la part des producteurs. Ils ont fait un séjour de repérage en Suisse et en Allemagne à l'été 73, et ce qui est en jeu là, donc, c'est un regard qui relève en fait de l'anthropologie culturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens mangent? Comment est-ce qu'ils s'habillent? Quelles sont les grandes étapes de la journée? De quelle manière ils se déplacent? Quel est le cycle de vie des chèvres? Vous voyez, la production du lait. Toutes ces questions-là ont été étudiées par Takahata et son équipe. Et Miyazaki, donc, qui porte à bout de bras cette série-là, puisqu'il est en charge du layout. En fait, ils mettent en place un triangle créatif. Ce sont les trois hommes qui sont sur la gauche. On va utiliser le petit bidule, voilà. Donc Takahata, le réalisateur, Miyazaki qui est en charge du layout, et Kotabe qui est le concepteur des personnages et directeur de l'animation. Donc en centralisant, faisant passer l'ensemble du travail par leurs trois regards, ils ont pu effectivement, en dispatchant épisode par épisode, effectivement, au lieu de faire passer un épisode par studio et d'avoir une rotation de studios, répartir des éléments qui viennent d'un même épisode entre plusieurs studios, sachant qu'ils repassent derrière. Et donc, en particulier, le travail de Miyazaki, qui est au layout, consiste effectivement à retaper les intentions, à réintégrer de l'intention de mise en scène de Takahata que Miyazaki comprend comme personne, à la suite du travail des storyboarders, parce que le travail des storyboarders repose sur une cyclicité. On confie le storyboard d'un épisode à un storyboarder A, B, C, et on revient à A, etc. Et donc il y a une qualité qui est fluctuante en fonction des storyboarders, et Miyazaki est là pour, effectivement, au moment du layout, il fait tous les layouts par épisode. Il y a 320 plans par semaine, il produit 320 dessins, voire davantage, parce qu'en général il produit plusieurs dessins, il commence déjà à donner des références d'animation en fait, par semaine, sur 6 jours, vous voyez.
Donc ça veut dire qu'il est out 50, 60 plans par jour. Et c'est ce qui permet effectivement à la série d'avoir une tenue. Moi, je ne connais pas d'équivalent. Non seulement cette série-là et les suivantes sur lesquelles ils ont travaillé n'ont pas été dépassées par la suite, ni au Japon ni ailleurs dans le monde, mais elles n'ont pas été égalées en fait. Moi, je ne connais pas d'autres séries d'animation télévisée qui reposent sur un classique littéraire et lui donnent forme avec un tel niveau d'ambition. Je ne connais pas. Si vous en avez, je suis demandeur. N'hésitez pas à m'expliquer. Donc ça, ce sont des photos qu'ils ont prises durant leur voyage de repérage. Et on voit comment ça a nourri, bien sûr, aussi bien la profondeur. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Ouais. Toute cette profondeur qu'on voit là et qu'on va retrouver, on va voir le générique ensemble, ça c'est un élément qu'on voit aussi au début de la série, donc une vue avec cette fontaine. Donc ils ont vraiment essayé de représenter le réel. Donc c'est vraiment la rencontre, c'est l'apport de Takahata, je dirais, à l'époque, dans la production animée mondiale, c'est comment le dessin animé, loin de se cantonner à des univers fantastiques, peut nous ramener à la réalité, peut nous ramener effectivement à des enjeux sociaux, à la vie ordinaire, à des dimensions qui sont les plus tragiques de l'existence également, et ça c'est pareil. Traiter de la tragédie en animation, ça va pas de soi, mais eux l'ont fait, donc, et puis d'autres aussi. Mais alors attendez, je pose le micro. Et les dimanches soirs, où d'épisode en épisode, on suit les aventures de cette fillette. Et ce sera intéressant de se pencher sur la façon dont effectivement les Japonais adaptent ce matériau. Il y a les romans de Heidi, le cycle des romans de Johann H. Perry. Ils en font effectivement quelque chose qui répond à leurs propres besoins, à leurs propres inclinations en tant que public. Donc ils évacuent toutes les dimensions religieuses, tout ce qui est c'est de la littérature, vous voyez, où Clara est sauvée de sa maladie parce qu'un miracle de prière se produit. C'est pas du tout ce qui les intéresse, donc c'est pas de cette manière-là que Takahata le mettra en scène. Il prolonge énormément toute la partie initiale de la vie en montagne. Parce que c'est donc cette vie donc dans l'alpage avec le grand-père, etc., c'est ce qui les intéresse. Donc après, il y a le passage à Francfort, mais en termes de proportion, voilà, ils étirent ce qui leur parle le plus et ils traitent les éléments avec une certaine liberté. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette série, qui aujourd'hui en Suisse a eu aussi un rôle, évidemment, c'est la force de l'audiovisuel, un rôle, je dirais, décisif pour façonner la manière même dont est perçu Heidi, ce personnage suisse. Dans le dessin animé, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un gros chien, un Saint-Bernard, pas très loquace, qui est souvent un peu bougon, etc., qui fait complètement partie aujourd'hui de l'héritage de Heidi. Et quand on voit Heidi représentée graphiquement aujourd'hui en Suisse, ce Saint-Bernard fait partie du lot. En réalité, si vous lisez les textes, il n'existe pas dans les romans. C'est les Japonais qui ont ajouté c'est vous dire à quel point effectivement voilà, ce ricochet à l'autre bout du monde a à son tour une influence sur la perception qu'ont les Suisses de leur propre patrimoine culturel. Alors la série Marco en 1976, qui est la série suivante sur laquelle les trois hommes collaborent avec encore d'autres larrons, c'est une série qui nous est complètement inconnue parce qu'elle n'est jamais elle est jamais passée en France. C'est une série qui est tirée d'un roman italien, donc c'est des Apennins aux Andes. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part de Gênes à la fin du 19e siècle à la recherche de sa mère qui est partie gagner de l'argent en Argentine, tous ces phénomènes de migration. Et donc c'est une fois de plus une série annuelle, donc de début janvier à fin décembre, 50 épisodes d'une quête qui marque d'une certaine manière la séparation entre Takahata et Miyazaki, puisque Takahata décide de représenter un personnage qui n'a pas les qualités d'un héros. C'est un petit garçon ordinaire qui va du coup vivre toutes sortes de galères et d'épreuves absolument terribles parce que rien ne lui sera épargné et on n'est pas dans une série héroïque comme aurait voulu la faire Miyazaki, c'est-à-dire avec un personnage, vous savez, des séries d'errance où le héros justicier passe de village en village et sur son chemin, comment dirais-je, rend la justice de cette manière, aide les gens sur le passage en échange du fait qu'il le nourrisse et qu'il l'héberge pour une nuit. Des séries, on en connaît comme ça, des séries de voyages au long cours. Lui, il est vraiment confronté à la réalité. Donc le principe de réalité s'impose pour Takahata, et c'est quelque chose que Takahata va creuser bien sûr par la suite avec un film comme Le Tombeau du Ciel, où à nouveau il décrira un personnage, donc ce grand frère, qui n'a pas spécialement de qualité de héros. C'est un personnage ordinaire, avec ses failles, avec ses erreurs. Et donc Takahata lui-même s'est rendu compte à un moment donné, il se disait rétrospectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller dans cette direction-là, et c'est quelque chose qui a été absolument traumatique pour son équipe, parce que autant Heidi est une série, si vous l'avez vu, qui est portée par une joie de vivre, qui est incarnée par la petite fille, qui
fait bouger les lignes et qui, d'une certaine manière, met les adultes en mouvement. C'est un personnage qui est tellement idéalisé, tellement beau, Heidi. Takahata, d'une certaine manière, en forme de remords, a décidé de traiter un personnage qui soit pas, justement, qui ne passe pas par un filtre idéal. Et du coup, toutes les épreuves que vit le personnage, ils ont passé 1 an à travailler, mais jour et nuit, sans quitter le studio, etc., en voyant passer les saisons à l'extérieur. Et Miyazaki me disait, je me souviens, on a fait un voyage avec ce personnage. C'est une série où il n'y a pas de catharsis. Et c'est important de dire ça. Le fait qu'il l'explique, moi, c'est tout à fait ça. En fait, Takahata est un cinéaste qui refuse la catharsis. Miyazaki veut la catharsis. Et donc, pendant 1 an, ils ont trimé, ils se sont épuisés sur une série où à la toute fin, il arrive à retrouver sa mère. Mais Kotabe, l'animateur, c'est pareil, le concepteur graphique des personnages et directeur d'animation, me disait. Il avait écrit un texte, je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on avait fait une expo à Tokyo, au Centre culturel italien, il dit « Je voudrais oublier Marco. Il voudrait ne plus pouvoir le dessiner tellement, vous voyez, ça lui sortait par les oreilles. » Ils en ont bavé au maximum. Et d'une certaine manière, cette série, ils vont la mener à terme, mais c'est à partir de là que leurs routes vont commencer à se séparer, parce qu'ils ne travailleront plus jamais de la même manière, de manière aussi étroite. Cette série-là, donc, d'une certaine manière, c'est la croisée des chemins pour eux. Alors, je voudrais vous en montrer un extrait, mais je pense que le temps va nous manquer, donc j'avance. Ça, c'est la série 79, Anne des Pignons Verts, qui est la 3e série réalisée par Takahata, toujours une série annuelle, sur laquelle Miyazaki est à nouveau au layout, donc comme il l'était déjà sur Marco, hein, là aussi il a porté à bout de bras la mise en scène de Takahata. Si on avait le temps, c'est absolument incroyable, le néoréalisme italien a nourri cette série-là, et il y a un travail vraiment d'observation de la société. Moi je ne connais pas grand-chose de l'Italie, mais c'est vraiment bluffant. Anne des Pignons Verts, c'est un roman canadien, vous savez, donc Lucie Montgomery, c'est l'île du Prince-Édouard au Canada, ça se déroule à nouveau à la fin du 19e. C'est une série donc, de romans qui sont illustres au Canada, mais qui sont connus au Japon parce que ça a été traduit, mais c'est moins connu chez nous. Miyazaki est au layout, mais en réalité, là c'est pareil, en fait c'est une série qui raconte l'histoire d'une orpheline, une fois de plus, qui est recueillie par un frère et une sœur qui sont déjà assez âgés. Et c'est une série qui est absolument ultra volubile. C'est vraiment une série qui est basée sur les dialogues, sur le comique de malentendus, de situations, etc. Et donc il n'y a pas tellement d'action et le personnage n'est pas du tout un personnage idéalisé de fillettes comme Miyazaki les affectionne. Et donc Miyazaki va partir en cours de route. Il part au 15e épisode, il se dit désolé, je m'en vais. Et il part réaliser Le Château de Cagliostro, qui est donc son premier long métrage. Puisqu'il a goûté à la mise en scène l'année précédente avec la série donc, de Conan le Fils du Futur en 78, une série de 26 épisodes, et donc qu'il était pour lui l'occasion de mettre en scène son propre univers. Et Conan le Fils du Futur est une série qui fait déjà écho en fait à différents égards à la grande aventure de Holz. C'est d'une certaine manière Miyazaki met en forme ce que lui aurait voulu faire sur Holz s'il avait été aux manettes, mais ce n'était pas le cas. Et Takahata va venir l'aider en cours de route sur la série de Conan, puisque Takahata storyboard et met en scène plusieurs épisodes au moment où Miyazaki est dans au fond du trou et il n'arrive plus à avancer. Mais Miyazaki s'en va parce qu'on lui propose de réaliser un long métrage. Évidemment, ça se refuse pas. À l'époque, pour un réalisateur, la possibilité de faire un film déjà comme réalisateur, c'est en soi une sorte d'exploit. On n'est jamais sûr de pouvoir en faire un deuxième. Donc il a tout donné. Le film est animé en 4 mois et demi, sort à la fin en décembre 79. Et c'est là que Miyazaki, donc, en tant que réalisateur de long métrage, fait ses débuts. Alors si vous avez vu ce film, et encore mieux si vous l'avez vu sur grand écran, puisqu'on a eu la chance en France de le voir sortir en 2019 quand même, en salle, c'est un film prodigieux, voilà, ce que Takahata lui-même le qualifiait de chef-d'œuvre. Donc, c'est un film sur lequel on va essayer de revenir si on a le temps tout à l'heure. Ensuite, donc Takahata de son côté réalise Gauche violoncelliste en 1981. Donc c'est un projet de longue haleine, projet musical basé sur un texte de Miyazawa, donc un des grands conteurs japonais du XXe siècle, un roman d'apprentissage. C'est un film magnifique, vraiment, je vous le recommande. Puis Qui est la petite peste chez Takahata. Donc toujours tout ça, c'est sans Miyazaki. Nausicaa de la vallée du vent, c'est Miyazaki en 84, alors avec Takahata comme producteur. Miyazaki a posé comme seule condition au fait d'adapter sa bande dessinée en long métrage que Takahata soit le producteur, ce que Takahata va finir par accepter. De la même manière, Takahata est producteur sur Le Château dans le ciel. Et donc Takahata aide Miyazaki dans son affirmation en tant que réalisateur, l'aide à accoucher des films qui vont commencer à asseoir sa réputation. Et donc ensuite, ils vont continuer. Miyazaki va aussi produire Takahata pour un film en prise de vue réelle, donc un film documentaire qui date de 87, mais va se mettre en place un dialogue, une forme de rivalité entre eux, qui est liée bien sûr à la production en parallèle du Tombeau des Lucioles et de Mon voisin Totoro, les deux films ayant été produits au Japon de manière à sortir sous la forme d'un programme commun. Je ne sais pas si vous imaginez de voir
Mon voisin Totoro et Le tombeau de Luciole en tant que spectateur. Et dans quel ordre vous le voyez? Parce que les deux films qui passaient à tour de rôle, les gens pouvaient rentrer et voir le tombeau de Luciole en premier ou Mon voisin Totoro en premier. Et donc selon l'ordre dans lequel vous voyez, ça change aussi la donne. Bref, ces deux films sont d'une certaine manière aussi des sommets dans le parcours de leur réalisateur. C'est des films qui sont vraiment importants, décisifs pour eux et des termes même de Miyazaki. Lui-même, lorsqu'il retrace un peu leur parcours respectif, il dit c'est le moment effectivement où on a été le plus loin de cette manière. C'est une sorte de sommet par cette émulation, parce qu'effectivement le fait de se retrouver à réaliser chacun un film en parallèle, ils ont été obligés de s'arracher les collaborateurs, il y a eu toutes sortes de bisbilles, etc. Mais il fallait que les deux films soient produits en même temps, sinon aucun des deux n'aurait pu exister séparément. Et donc on les a mis en concurrence d'une certaine manière. Et c'est ce qui les a amenés à se surpasser l'un et l'autre. Avec ces films que vous connaissez et qui sont là aussi des jalons majeurs, je dirais, du dessin animé commercial international. Je passe sur les... Voilà. Donc la relation a évolué, mais ce que je voudrais vraiment mettre en avant pour vous, c'est... Miyazaki a un talent qui est absolument singulier, c'est vrai, il y a un génie en jeu qu'il est déraisonnable d'attendre de qui que ce soit d'autre. Dans sa manière dans l'intensité qu'il parvient à insuffler en fait, en termes de présence à ses personnages, parce qu'il ne les conçoit pas comme des figures, comme des masques ou il les conçoit comme des personnalités qui existent en lui et qui donc ont une vie autonome et une cohérence qui dépasse de très loin en fait ce qui est en jeu à l'écran. Et par exemple, dans la plupart de ses films, il y a une fin du film, et lui, il sait ce qui se passe après. Il sait ce qui attend Porco Rosso après la fin du film, ou Kiki la petite sorcière, ou Nausicaa, etc. Et donc, ces personnages continuent de vivre en lui, et c'est ce qui fait que Takahata parlait effectivement de cette intensité, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui lui est propre. Je veux dire, il ne faut pas attendre que de la part de quelqu'un d'autre, au Japon ou ailleurs, la possibilité d'avoir une telle... Il y a un des exemples qui me frappe toujours et qui relève là aussi du burlesque, c'est-à-dire du Miyazaki première manière, ce qui court jusqu'au Château dans le ciel, je dirais, c'est la façon dont il met en scène l'action, vous voyez, l'action, et notamment dans ses échos à cette production du cinéma burlesque où vous voyez les gens courent sur les voies ferrées ou sont poursuivis par les locomotives, courent sur les ailes des biplans en plein vol, etc. Tout qui relève évidemment du trucage, hein, mais pour lesquels on met en scène un caractère haletant de l'action qui crée un effet de tension chez le spectateur. On se prend de panique, on est inquiet pour les personnages. Miyazaki arrive à faire ça avec des personnages qui sont dessinés, vous voyez, avec des personnages pour lesquels il n'y a aucun enjeu corporel, il n'y a aucun risque, mais il arrive malgré tout à nous faire ressentir cette tension, et à nous sentir inquiets pour des personnages qui sont purement du dessin. Et donc ça c'est une chose, mais à côté de ça, Miyazaki, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'animation au Japon, on voit que des talents disons, comparables à celui de Miyazaki, il y en a d'autres au Japon. Il y en a eu effectivement dans les années 60, dans les années 70, mais aucun n'a atteint ce niveau-là d'exigence. Et en réalité, ce niveau-là d'exigence, en fait, il découle de son rapport avec Takahata. Miyazaki s'est élevé son exigence et sa curiosité, la profondeur de ce qu'il a essayé de mettre en scène dans ses films. On le voit quand on observe les longs métrages sur lesquels il a travaillé à Toei notamment, en tant qu'animateur, voire en tant que concepteur de certains aspects narratifs, qui relèvent uniquement bien sûr du cinéma de genre, et comment ensuite effectivement il s'est émancipé de ça. Par exemple un film comme Totoro qu'il a porté en lui pendant plus d'une décennie, dont il parle déjà au milieu des années 70, il a été nourri par ces dialogues avec Takahata, et c'est ce qui lui a permis effectivement de lui donner cette forme si épurée, si belle en 88. Et les autres, effectivement, les autres n'ont pas eu en fait cette émulation, ce besoin de s'élever, et donc ils sont restés finalement dans une logique de genre, dans une logique très autosatisfaite en fait, où on se fait plaisir en tant qu'animateur parce on met en forme une jubilation du mouvement. On trouve une satisfaction à s'investir dans une petite partie d'un projet sans forcément s'inquiéter de la cohérence par ailleurs ou des faiblesses des épisodes qui sont pris en charge par d'autres studios, etc. Et donc cette cohérence, ce niveau d'exigence, il vient très clairement effectivement de ce qui animait Takahata. Voilà. Takahata est encore à la mise en scène musicale sur Kiki, puisqu'il est plus producteur. Mais il avait lancé la donne, notamment il avait créé ce partenariat artistique avec Hisaishi, c'est lui qui avait repéré Hisaishi Joe et l'a fait travailler et retravailler ses musiques pour
pour Miyazaki. Ensuite, en 91, Miyazaki est producteur de Takahata sur Souvenir goutte à goutte, qui est un très beau film, le seul des films de Takahata à ne pas être sorti en salle en France, malheureusement. Porco Rosso, bon voilà, où Miyazaki s'émancipe un petit peu de ses principes de limpidité, l'exigence qu'il avait d'être parfaitement intelligible par son spectateur, un film très personnel. Pompoko de Takahata, qui est en un certain sens comme une forme de réponse à Totoro. Princesse Mononoke, qui à certains égards est aussi une forme de réponse à Pompoko. Les Yamada, qui à leur manière sont une forme de réponse à Princesse Mononoke, etc. Donc, alors ça, c'est en 99, Miyazaki qui annonce lors d'une conférence de presse dans son atelier la création de son musée, vous savez, qui a ouvert ses portes en octobre 2001, qui est le second plus grand cadeau, plus beau cadeau de Miyazaki aux enfants japonais, selon Takahata, le premier étant Totoro, avec les croquis qui éclairent aussi la manière de travailler de Miyazaki, tous ces dessins à l'aquarelle qui sont des esquisses et qui sont la façon dont il construit ses films à la base. Il a construit ce musée comme un de ses films, avec des aspects aussi qui n'ont pas vu le jour. Ceux d'entre vous qui ont été au musée savent que la partie de gauche avec cette espèce de bâtiment souterrain, enfin enseveli, n'a pas vu le jour. Avec des espaces qui sont dans l'exposition, une des expositions permanentes en fait, recrée de manière fantasmatique les étapes de la création d'un dessin animé. Miyazaki avec son balai pour pointer sur les différentes étapes. Le Chichiro, bien sûr, qui est aussi à la manière de Miyazaki une réponse au Yamada. Et puis ensuite, le dialogue s'interrompt, puisque donc, ils étaient dans cette espèce d'alternance. À partir de là, Miyazaki va réaliser plusieurs films, donc Le Château ambulant, Ponyo, Le vent se lève. Et puis Le vent se lève, c'était censé être, une fois de plus, une mise en concurrence des deux. Les deux films étaient censés sortir le même jour. Alors, pas dans un programme commun, mais être mis vraiment en rivalité. Takahata, ça ne l'intéressait pas, donc la production a pris du retard et son film est sorti 4 mois ou 5 mois après celui de Miyazaki. Mais une fois de plus, effectivement, c'est une sorte de situation inédite où il se retrouvait à 25 ans d'écart, presque dans la même situation qu'au moment de Totoro et du Tombeau des Lucioles. Et c'est le dernier film réalisé par Takahata. Et ensuite, il y a ce film-ci qui est sorti. Ceux d'entre vous qui ont vu le documentaire qui est disponible sur une plateforme que nous ne nommerons pas, mais visible en France aussi, qui porte sur la production du Garçon Oléron, savent, je pense, à quel point effectivement la mort de Takahata en avril 2018 a profondément marqué Miyazaki, et comme au point de l'amener à vouloir effectivement dans son film essayer de ressusciter la figure de Takahata, essayer d'une manière ou d'une autre de prolonger le dialogue avec lui sous la forme d'un personnage qui est le grand ancien, vous voyez dans le film, celui qui cherche un successeur. C'est Takahata en fait. Et donc Miyazaki a passé des mois à essayer de trouver la manière de faire exister ce personnage dans le film. Il y a d'autres. Miyazaki essaye de convoquer, de ressusciter un certain nombre d'autres camarades aussi décédés depuis dans ce film-là. Il y a un certain nombre d'autres personnages qui sont des références à d'autres figures de ce groupe esthétique, mais Takahata est la figure la plus importante. Et la production du film a pris du retard parce que Miyazaki effectivement a mis à la corbeille plusieurs mois de travail parce qu'il n'était pas satisfait de la façon dont il avait mis les choses en images, en storyboard. Et donc le film, il a pris la forme que vous lui connaissez. Mais à partir du Vent se lève en 2013, Miyazaki donc ne met plus en scène que des jeunes garçons, plus des jeunes filles. Et donc d'une certaine manière, au soir de sa vie, il essaye de revisiter son propre vécu enfantin. En le fantasmant un petit peu, en le fictionnalisant. On est dans une approche qui moi, m'évoque le roman personnel à la japonaise, le Watakushi Shosetsu, le ish-roman japonais, donc, qui est cette forme de confession romanesque qui commence à être édité au début du XXe siècle et qui permet à des écrivains, sous la forme avec les postiches, les phonèmes de personnages qu'ils nomment donc avec des noms qui ne sont pas les leurs, de se confesser, de révéler des choses absolument inavouables, et donc voilà, en alignant le prisme de l'auteur, du narrateur et du personnage, avec une dimension un peu régressive aussi, il faut bien le dire. Un exemple d'influence dans l'œuvre de Miyazaki, donc on revient à Grimaud et à la Bergère Ramoneur. Quand Miyazaki part de la production de Anne des Pignons Verts en 79, moi je le soupçonne d'avoir voulu, peut-être pas se faire pardonner, mais en tout cas d'essayer de donner le maximum d'éclat à ce long métrage du château de Cagliostro, notamment vis-à-vis de Takahata, par rapport à l'importance qu'a l'œuvre de Grimaud pour Takahata, qui est décisive. Si vous avez vu les deux films, vous savez ce qu'ils ont en commun. Alors là, vous avez par exemple sur le plan architectural, mais vous avez plein de choses qui sont des éléments, en fait, y compris narratifs. Vous avez le passage sur les toits avec ce caractère vertigineux où le ramoneur va sauver le petit oisillon dans sa cage.
On a un écho à ça avec Lupin sur les toits du château. Il y a les choses trappes par lesquelles on fait tomber dans les oubliettes les importuns. Il y a la scène du mariage contraint. Il y a plein de choses. Vraiment, il y a plein d'échos. Et Miyazaki, en fait, voilà, a revisité à sa manière, ça c'est un dessin de Grimaud, l'univers de Grimaud dans son premier long métrage. Donc il y a ce tour de force en plus. Ça c'est Grimaud, vous voyez. Ça c'est Miyazaki. Bon, je pense que le lien il est assez clair. Ça, ce sont des images qui ne sont pas très nettes. Voilà, ça c'est la conception des lieux par Miyazaki. Sachant que Miyazaki, par ailleurs, cumule les tours de force, puisqu'il arrive aussi à rendre hommage au Lupin, à l'Arsène Lupin originel, donc celui qui est celui de Maurice Leblanc, le grand-père de Lupin III, et qui lui était une version un peu un héritier dénaturé. Ben là, il trouve sa rédemption, je dirais. Alors ça, c'est une citation du livre de Takahata de 2007, où justement il explique que Miyazaki n'est pas dans un décalque, mais vraiment à réinterpréter des choses qu'il a imprimées presque inconsciemment. Je me souviens avoir été impressionné par la capacité d'acquisition de la mémoire visuelle de Miyazaki. Donc Takahata, découvrant ce film, évidemment, voit bien le lien et se fait l'avocat de Miyazaki. Et donc... voilà, plutôt que d'une influence de Grimaud, il s'agit d'une forme de sensibilité commune, et l'influence la plus grande que nous avons puisée chez Grimaud, c'est effectivement donc l'ambition de créer doter les personnages comme l'espace d'une réalité sensible, d'une cohérence en fait. Et cette cohérence spatiale que Takahata trouve chez Grimaud de manière saisissante, au point de retracer des plans, par exemple, des appartements secrets du roi, parce qu'en fait, il voit dans le travail de Grimaud, il pose la caméra, il comprend que, alors même qu'il s'agit d'un univers complètement dessiné, il y a une cohérence absolue, il y a une conception comme les décors d'un film de prise de vue réelle. La cohérence de l'espace est totale en fait, et c'est ça qu'il retrouve dans le travail de Grimaud et qui l'inspire à son tour pour se lancer dans ce travail de l'animation. Alors ça c'est d'autres exemples de châteaux chez Miyazaki, on va aller vite, mais il y avait une image, voilà, ça en 2015, Miyazaki avait lui-même voulu revisiter cet aspect lors d'une exposition temporaire au musée Ghibli. Il avait mis en scène sous forme dessinée, voilà, ce qu'il avait appris chez Grimaud. Et qui consistait pour lui à dire l'impact de la verticalité, la mise en scène verticale qu'on pratique assez peu en animation. En animation, notamment chez Disney, on est beaucoup plus dans les perspectives horizontales qui sont plus faciles à animer. Cette verticalité, ce vertige en fait, où des personnages qui démarrent en bas vont grimper tout en haut, vont être précipités de nouveau tout en bas et vont encore remonter, ça crée des effets dramatiques qui sont absolument saisissants et que lui a voilà, exploité à plein. Et donc il a sa propre théorie effectivement qui consiste à dire qu'effectivement le spectateur réagit de façon plus forte à des mouvements d'ordre vertical en animation que à des mouvements latéraux. Évidemment la pesanteur étant là pour jouer un rôle. Ça ce sont des images d'une exposition qu'on avait organisée en 2008 à l'abbaye de Fontevraud avec Xavier justement dont Franck a mentionné le nom tout à l'heure, qui était une exposition tripartite, donc Grimaud, Takahata et Miyazaki. On avait pu organiser ça avec l'aide de Takahata et avec l'assentiment de Miyazaki, qui retraçait les filiations entre les trois cinéastes, comment Grimaud a influencé Miyazaki sur le plan formel et Takahata, je dirais, sur le plan foncier, je dirais, dans son approche même du médium de l'animation. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, je pense que comme l'heure file, il est 19h20 déjà. J'espère en tout cas que ce bref balayage vous aura donné à saisir à quel point il faut vous trouver, si vous avez envie d'être un Miyazaki, il faut vous trouver un Takahata. Voilà. On peut applaudir Ilan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.